Il y a 80 ans, la vallée de l'Isle bruissait encore de l'activité du chapelet d'usines qui s'étirait le long de son cours. Parmi toutes les productions qui sortaient des usines, l'industrie du chausson s'y développa particulièrement. Profitant de l'axe de communication tracé par la vallée de l'Isle, de la force de la rivière, des savoir-faire autour du chausson et de la main-d'œuvre fournie par les Périgordins, elle devint une vallée de la chaussure. Ce n'était pas un des plus grands centres de production française de la chaussure, comme Romans-sur-Isère ou Fougères, mais c'était notre petite vallée de la chaussure. L'industrie de la chaussure s'implanta dans la vallée de l'Isle en 1893, lorsque la manufacture de chaussures des associés Christian de Beauregard et Jean Marbeau ouvrit ses portes à Neuvic-sur-l'Isle, sur l'îlot de Planaise, à l'emplacement de l'ancien moulin au plus près de la rivière Isle. Rapidement, Marbeau, Beauregard et compagnie devint l'une des plus importantes usines de France. Ce succès essaima dans la vallée. Des manufactures de chaussons se mirent à la chaussure. D'anciens ouvriers licenciés, lors des premières grèves, montèrent leur propre manufacture. La Porte, à la gare de Neuvic-sur-l'Isle, en 1905. La manufacture Georges, en 1913. L'usine Bertrand à Saint-Astier, 1929. L'usine Ardillet et Manet, Arma, en 1920. Les fabriques de Trépointe à Mussidan, en 1928. Aster, à Saint-Germain-du-Salambre, en 1944. L'essor s'accentua encore avec le rachat de l'usine Marbeau par le géant de la chaussure Bata en 1939. Mais la plupart de ces unités industrielles étaient des usines familiales fragiles, avec des capitaux limités pour se moderniser et se développer face à un marché du chausson qui devenait de plus en plus européen, puis mondial, à partir des années 1960. Il y avait de l'ambiance, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils mordent. C'est pas du tout pareil. Voilà. C'est vrai, mais bon, c'était un bon enfant, quoi. Il y avait une bonne équipe, c'était à Planaise, ça. Moi, j'ai embauché là-bas, et bon, c'est en 65 qu'on est monté après à Théora. Et j'ai travaillé pour pas mal de choses. J'étais surtout civil, je touchais pas l'armée. Je touchais le civil, et j'ai travaillé pour les Martin Serpis. Vous savez, les chanteurs, là. Ils avaient signé un contrat, et les chaussures, c'est nous qu'on les faisait. Après, on a fait, bon, j'ai travaillé pour Adidas, Mephisto, c'était quand même des bonnes marques. Voilà. C'était mon travail et j'étais content, je l'aimais. Pendant les 30 Glorieuses, les usines tournèrent à plein régime, s'agrandirent, les sous-traitants se multiplièrent, la productivité et la production s'accrurent. Des millions de paires de chaussures fabriquées en Périgord chaussaient des pieds partout en Europe et dans le monde. En manque de main-d'œuvre après la guerre, l'industrie de la chaussure attira les paysans de la vallée de l'Isle et au-delà, créant un mode de vie original entre l'usine et la ferme. Malgré un travail à la chaîne répétitif, cadencé, dur, le salaire permettait à nombre d'employés des usines d'avoir accès au confort moderne. Ce travail consciencieux et la fidélité étaient valorisés par les patrons avec des remises de médailles, des promotions. Mais comme tant d'autres vieux bassins industriels en France, la vallée de l'Isle a connu une désindustrialisation brutale. Avec la mondialisation de l'économie, il devenait plus rentable de produire des chaussures dans les pays émergents et d'acheminer les produits finis depuis l'autre bout du monde. Au fur et à mesure du développement des usines dans la vallée, les grèves éclatèrent, comme en 1905 et en 1936. Mais les conflits sociaux les plus durs furent ceux qui surgirent au moment des réductions de personnel successives dans les années 1980.
il y a eu une autre grève assez importante en 1981, 15 jours environ. Et occupation de l'usine aussi. Pour les salaires aussi, pour avoir des acquis sociaux qui n'avaient pas été résolus. Et à partir de là, après, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé assez rapidement puisque a pratiquement disparu en 85. Ils ont parlé justement qu'ils allaient s'en aller, quoi. Au début, on n'y croyait pas trop, nous, parce qu'on dit quand même, une boîte qui a de 1000 à 1500 ouvriers ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Et ça n'a pas été du jour au lendemain, mais en fait, ça a été quand même assez rapide. Toutes ces usines fermèrent dans les années 1980-1990, sauf Aster et Marbot-Bata, qui orientèrent leur production vers des marchés de niche. Aster se spécialisa dans la chaussure enfant et fut racheté en 2004, puis ferma ses usines. Marbot-Bata réduisit son activité au marché exclusif du brodequin militaire, mais licencia ses derniers ouvriers en 2009, au moment de l'ouverture du marché de la défense à l'espace économique européen. Avec ces derniers licenciements, la plupart des machines se turent, tournant la page longue d'un siècle de l'industrie du chausson en vallée de l'Isle. Pourtant, le savoir-faire autour du cuir et du chausson ne s'est pas complètement perdu. Des ateliers, de petites usines de chaussures réparties entre l'ouest et le nord du département de la Dordogne perpétuent cette histoire après s'être orientés vers des marchés spécialisés. La chaussure de luxe pour femmes, sur mesure, ou la chaussure de sécurité. L'histoire n'est peut-être pas terminée. Vous faites quoi là? Moi je fais entre les usines et les champs. Vous prenez des notes, c'est ça pour Ouais. Je fais territoire industriel le long de la vallée. Dans les pas de la petite vallée de la chaussure. Visite au musée. André Voulgre. En fait, cette industrie-là, ça a été leur métier pendant des dizaines d'années. En fait, ça fait partie de leur vie. Et ils considèrent que ça fait partie de notre patrimoine à tous, parce que cette activité, ces usines, en fait, ont disparu. Quand les gens ont commencé à donner des objets, c'est quand les usines disparaissaient. Donc ça rentrait, on va dire, dans le champ du patrimoine. On était sur quelque chose qui méritait d'être conservé. Donc c'est pour ça que les gens ils ont fait cette démarche-là de déposer des objets. Donc au fur et à mesure des années, le musée a accumulé plein d'objets autour de la chaussure.
Les dernières usines ont fermé il y a maintenant une quinzaine d'années. Et donc, on s'est dit au musée, c'était peut-être le moment de présenter, de s'approcher un petit peu de cette activité-là, de la montrer comme non pas une activité économique qui a disparu, une activité économique qui avait laissé en fait une blessure économique, c'est-à-dire qu'une fois que les gens ont perdu leur emploi, on est dans des situations compliquées pour certaines familles, donc c'est une espèce de blessure. Aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire et de notre patrimoine et on peut le montrer. C'est pour ça en fait qu'on a décidé de faire cette exposition. Et c'est pour ça qu'on l'a intitulée « Notre petite vallée de la chaussure ». Notre petite, ça veut dire que les gens ont fait parler, les habitants du territoire, considèrent que c'est leur activité qui s'est déroulée dans notre vallée, donc il y a un lien de proximité avec ces activités-là. Et pourquoi petite vallée ? Eh bien parce qu'en fait, par rapport à la France, par rapport aux autres bassins en France où il y a eu de l'industrie de la chaussure, eh bien en fait, on est sur un petit bassin ancien, mais un petit bassin par rapport à d'autres régions. Il y a eu vraiment beaucoup plus d'usines et beaucoup plus d'ouvriers qui travaillaient dans cette industrie. Témoignage. Bonjour, je m'appelle Mayouen. J'ai interviewé Madame Janine Bonnefond, qui a travaillé dans l'industrie de la chaussure. Elle a commencé à 15 ans à l'usine Marbeau, à Neuvic, où elle est restée environ 8 à 9 ans. Ensuite, elle a continué pendant 3 à 4 ans à l'usine Hérault, à Limoges. Son travail consiste à travailler à la chaîne sur des machines comme la zigzag. Elle fabriquait notamment des Rangers pour l'armée, ainsi des chaussures de luxe. Elle m'a expliqué que le plus difficile, c'était les horaires et le travail répétitif. Mais malgré cela, elle en garde un bon souvenir. Pour réussir dans ce métier, il fallait être minutieux et très attentif aux détails. Je m'appelle Méline Touron et je vais vous dire le passé de ma grand-mère qui s'appelle Françoise Chemin. Elle a travaillé dans l'usine Marbeau-Bata. Elle travaillait dans la piqûre. Elle était très jeune, elle avait 15 ans, un truc comme ça. Il y avait une première usine où elle y travaillait et une autre qui s'est fait construire à la suite. Et il y avait beaucoup de femmes à la piqûre. Il y avait plus de femmes chefs à la piqûre et plus d'hommes à la chaîne. Et il y avait une très très bonne ambiance, ma grand-mère m'a dit. Après, pour les enfants, quand elles allaient accoucher, l'usine, elle leur a apporté des petites chaussures et des petites friandises. Je suis Noémie Debé. Je vais vous parler de ma voisine qui s'appelle Agnès Théier. Elle a maintenant 82 ans. Elle a travaillé 43 ans dans l'usine Marbeau-Bata, donc toute sa carrière. Au moment où elle a commencé à travailler, l'usine était très importante. L'usine comportait 2000 employés. Elle travaillait à la chaîne. Au sein de l'usine, il y avait différentes étapes, la coupe de la peau, la piqûre, le montage, le finissage et l'emballage. Elle était principalement au montage et au finissage. Elle utilisait des machines spécifiques pour le montage, comme une presse pour galber la tige. Ses employés les considéraient comme une personne de référence au sein de l'usine. Elle aide à former les nouveaux employés. Elle a commencé à travailler à l'usine car ses parents le souhaitaient. Elle devait donner ses premières payes à sa famille. Les employés étaient payés en liquide. Elle trouvait que travailler à l'usine lui plaisait. Les conditions de travail étaient bonnes. Ils recevaient des primes annuelles. Au début, elle venait à l'usine à pied dans les bois pour prendre le bus à Saint-Vincent. Les employés venaient manger à la cantine à Planaise. Il y avait des grèves. Elle décidait de rester à l'usine. Et elle restait travailler jusqu'à la fermeture de l'usine. Elle a arrêté de travailler à 60 ans, les chaussures étaient vendues un peu partout. Dans les pas de la petite vallée de la chaussure. Marie-Lou Darouzès. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous tous. Alors donc je m'appelle Marie-Lou Darouzès, j'ai 94 ans et j'ai commencé à travailler à l'usine Aster. Vous connaissez ? À Saint-Germain-du-Salon. C'est ça. Quand je me suis mariée, c'est-à-dire en 1948. Et en me mariant avec mon mari, donc, lui travaillait déjà chez Aster et j'ai été embauchée chez Aster. Voilà. Et j'ai travaillé toute ma vie avec lui jusqu'à ce qu'on soit à la retraite. À quel âge vous êtes allée dans l'usine Aster ? J'avais 17 ans. 17 ans et demi, puisque je me suis mariée à 17 ans et demi. Je m'appelle Marina. Comment ça s'est passé la relation avec vos... Avec l'usine ?
Oui. À l'époque, quand j'ai embauché à l'usine Aster, ça ne s'appelait pas Aster, ça s'appelait l'Astérien. Et donc, il y avait donc le patron qui était un vieux monsieur et qui était, ma foi, très gentil. C'était un très, très brave monsieur. Il était très gentil. Il a été très sympa avec moi. J'ai embauché. Bon, on m'a donné une place. On m'a dit, voilà, tu te mets là et puis tu fais ce que là... On avait une bonne équipe d'ouvriers et d'ouvrières. Mais là, moi, j'étais avec une équipe de jeunes femmes. Et puis, on avait une contre-maîtresse là, qui nous expliquait le travail et qui nous donnait ce qu'on avait à faire. Alors, on m'a dit, voilà, tu as ça à faire. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai commencé à travailler, on faisait des petites chaussures pour les enfants. On appelait ça des petits Charles Neuf. C'était des chaussures ou en toile ou en feutre. Mais il y avait sur le cou du pied, c'était fermé, et sur le cou du pied, il y avait une petite bride. Et il fallait faire la boutonnière et coudre le bouton à côté. Alors, c'était ça qu'on faisait au début. Et puis après, on a fait autre chose. Bien sûr, à ce moment-là, les chaussures en cuir sont arrivées, et puis on a travaillé dans le cuir. D'ailleurs, ça s'appelait les cuirs épeaux. Je m'appelle Brunhilde. C'était pour savoir... Pour les repas, c'est vous qui deviez amener votre nourriture ou c'était fourni Ah non, c'était pas fourni. On n'avait pas de cantine, on n'avait rien. Les gens qui venaient de loin portaient leur casse-croûte dans leur sac. Et puis ceux qui habitaient pas trop loin, on reprenait le vélo et on repartait chez soi. On n'avait pas de transport à ce moment-là. Il fallait se servir de nos propres moyens. Et comme moi, j'avais pas les moyens d'acheter un vélo, c'était mon mari qui m'emmenait sur son porte-bagages. Vous voyez, c'était pas la gloire. Je m'appelle Phileas. En quelle année vous avez dû arrêter de travailler là-bas? En 1985, parce qu'il y avait du chômage à ce moment-là, et puis il a fallu que les plus anciens, enfin, c'est moi qui les demandais, parce qu'à l'époque, j'étais déléguée du personnel, et comme j'étais en relation avec le patron, j'ai dit au patron, voilà, si vous devez débaucher les plus anciens et garder les plus jeunes, ce qui était tout à fait normal. Alors donc, les plus anciens sont partis, ils ont gardé les jeunes jusqu'à un certain moment, et puis après, le patron de l'époque, prenant de l'âge, il a vendu l'usine, et puis ça a été la décrépitude. Et ça vous est déjà arrivé de retourner devant l'usine ou dans l'usine? Oh, je suis même rentrée dedans, mais c'est tout dégradé, c'est tout saboté, c'est tout... Ça a tout été dégradé. Je suis rentrée dedans, mais il ne faut pas y aller parce que c'est tout à fait désaffecté maintenant. C'est tout à fait... Quand je pense que nous, tous les vendredis soirs, avant de partir, quand on ne travaillait pas le samedi, on nettoyait nos machines. Ah, il fallait que ça brille. Il fallait nettoyer les machines, il fallait balayer sa place, il fallait nettoyer. C'était impeccable. Et que je vois maintenant dans l'état que c'est, ça m'horripile. Je m'appelle Noémie. Est-ce que votre famille était fière de vous? Je pense que oui. Ils me l'ont jamais dit. Tu sais, à ce moment-là, on ne communiquait pas comme maintenant, mais je pense qu'ils étaient fiers de moi parce que j'ai toujours été une personne assez très facile à côtoyer et puis rendre service à ce que j'ai pu. Voilà. Nous sommes sur le site de Marbo Bata, l'ancienne usine de Planaise. De chaussures de l'armée française. Monsieur Gégou est l'ancien directeur de l'usine. Le grand bâtiment contient de quoi alimenter les machines. Un des bâtiments a été détruit à cause d'une tempête de grêlons. Un des autres bâtiments contient des machines. À la place de la chaîne et de où? Mais j'arrive pas à trop lire. Mais punaise, tu veux que je lise? Sur le bâtiment principal, il y avait un moteur de bateau. Il était apporté d'un chemin de fer. Voilà, exactement. Donc ici, on fabriquait des chaussures. Dans les dernières années de la vie de l'entreprise, puisque l'entreprise a fermé en fin 2009, on fabriquait des chaussures pour les armées françaises, la police, la gendarmerie, tout ce qui était l'administration. On ne fabriquait plus de chaussures traditionnelles telles que vous avez au pied. C'était uniquement sur des marchés publics, c'est-à-dire qu'on répondait à des appels d'offres. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un appel d'offres? Alors, un appel d'offres... C'est des demandes spéciales en appel d'offres? Pas exactement, c'est comme un concours. C'est-à-dire qu'on reçoit un dossier et on répond à ce dossier et c'est entre guillemets, le meilleur qui remporte le marché et qui fabrique les chaussures. Voilà, c'est ça un marché.
Et donc nous, on avait perdu en 2009 un marché très important pour l'armée française, ce qui fait qu'on n'avait plus les moyens de continuer à faire fonctionner l'entreprise. On a été obligé de fermer l'entreprise. Et malheureusement, il y avait encore 73 personnes qui travaillaient ici et qui ont dû être licenciées à cause de la fermeture. Dans les pas de la petite vallée de la chaussure. Lycée des métiers de Thiviers. On est parti dans un lycée, on a visité un lycée à Thiviers, on a visité un peu le lycée, on a mangé, après on est parti dans un atelier de maroquinerie et du coup on a vu les élèves qui travaillaient sur différentes pièces pour leur projet de fin d'année qui était de fabriquer un sac. Du coup on a vu les différentes étapes pour réaliser des pièces en cuir. Est-ce que vous savez un peu à quoi ça consiste ou pas du tout? Pas du tout. Pour ceux qui ne savent pas du tout à quoi ça consiste, notre rôle à nous, ça va être de fabriquer des articles comme des sièges de voiture, des selles de moto, des sièges de bateau, des sièges d'avion, un peu tout ce qui touche à l'automobile. On va utiliser comme matière du tissu, du tape et du cuir. En outils, on va principalement utiliser des machines à coudre. Et après, pour faire les gabarits, on utilise du craft et du tissu pour les selles un peu plus volumineuses, ça dépend, mais... Voilà, ici la classe, c'est des bacs pro. Donc on a trois classes en bac pro, on a les secondes, donc une fois que vous êtes sorti de troisième, vous pouvez intégrer la seconde bac pro, sellerie garnissage. Après vous passez en première et en terminale. Et après on a le CAP, donc le CAP en 2 ans, pareil, première année et deuxième année. Et on a aussi les CAP en 1 an. C'est-à-dire que si vous avez déjà un CAP, vous pouvez intégrer le CAP, là ça sera la sellerie générale, pour faire le CAP en 1 an. Sinon ça sera en 2 ans en sortant de troisième. Et aussi on a vu au lycée qu'ils avaient fait un concours de vaches. En gros ils faisaient leur propre vache en maroquinerie. Et après ils avaient un concours pour élire la plus belle. Du coup après on est allé dans l'usine de Repetto et on a visité les différentes productions. On a appris qu'en fait Repetto c'était une marque qui avait été créée à la base par Rose Repetto pour son fils. Roland Petit, qui était danseur étoile, danse classique donc. En 1947, donc, elle a créé juste à côté une petite usine où c'est qu'elle fabriquait des chaussons de danse. Et on avait la boutique au 22 rue de la Paix. Il y a une frise derrière vous qui récapitule un petit peu toute notre histoire, jusqu'à nos jours presque. Donc on a la boutique rue de la Paix au 22 rue de la Paix qui existe encore aujourd'hui. Donc l'usine qui était juste à côté, à quelques centaines de mètres, à 200 mètres, juste au pont. Elle était l'ancienne usine. C'était que des chaussons de danse à la base, et après ça a été transformé en chaussures pour une actrice. Et après pour un acteur, ils l'ont transformé en homme, modèle homme. L'actrice, il me semble que c'était Brigitte Bardot. En 1956, il y a Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, c'était une actrice connue qui a demandé à Rose Repetto de lui fabriquer des chaussures de ville aussi souples que des chaussons de danse. Donc derrière vous, vous voyez là, c'est une affiche de film Dieu créa la femme. Et avec Brigitte Bardot et les premières ballerines rouges, les premières bébés rouges, fabriquées, en l'occurrence pour Brigitte Bardot, par Rose Repetto. Et le chanteur, c'était Serge Gainsbourg. Il nous a parlé aussi de Stromae, et qu'il était venu dans l'usine avec sa femme qui est aussi sa styliste, et que du coup ils avaient fait une chaussure pour lui. En 99, c'est Jean-Marc Gaucher qui rachète la marque. C'était une période un peu compliquée pour la marque. C'était plus Rose Repetto qui avait l'usine. Elle était maintenue, elle avait été rachetée par des banques, par plusieurs banques. Donc c'était une période un peu compliquée. Et donc Jean-Marc Gaucher en 99 rachète la marque et réussit en fait le pari à garder le Made in France sur ce site-là, sur le même site, et ouvre plus d'une douzaine de boutiques en France, rien qu'en France. Et aujourd'hui, on en a même qui ouvrent encore dans le monde. Ils ont dit qu'ils avaient ouvert un magasin en Corée du Sud. Qui fait plus de 200 mètres carrés. Alors maintenant, il faut que vous nous fassiez une phrase, ou peut-être des phrases, ou des groupes de mots, avec vos idées pour conclure. Oui. Allez, qui propose des phrases? Gabriel, tu proposes une phrase ou un groupe de mots pour conclure ce projet.
Vous êtes obligés, pensez tous, réfléchissez le moins possible. Je veux un mot, 2 mots, 3, 4 mots qui se suivent. On commence par Gabriel. Lux, Elia. Brunilde. Robin. Local. Lénie. Usine. Maïwen. Réfléchis pas. Un mot sur tout ce qu'on a fait. Lina. Lou. C'est Marbo. C'est Marbo. Impressionnant. Maïwen. Industrie. Noémie. Un mot. Alors, maintenant je veux une phrase. Maintenant, vous regardez les mots qui sont au tableau. Vous en choisissez 2, 3 et vous les associez pour faire une phrase. Robin. Malgré le fait que certaines usines ont disparu, il reste toujours des usines locales de luxe. Et ça, c'est formidable. L'industrie de la chaussure est impressionnante. Bien que certaines usines se soient éteintes, il reste encore des usines de luxe locales. Et ça, c'est formidable.